vous avez appelé la liberté comme absence de contrainte. C'est bien ça. Et que j'appelle moi, c'est la même chose, la conception métaphysique de la liberté. Pourquoi je l'appelle comme telle? Parce que vous le savez, elle dit de l'homme que non seulement il est libre, mais il est libre comment? De façon absolue. Que cette liberté de l'homme, elle est pleine, elle est totale, elle est entière. Et cette idée que l'homme serait dépositaire d'une liberté absolue, vous avez au moins deux niveaux d'argumentation. Le premier niveau d'argumentation, c'est ce qu'on appelle les théoriciens du libre arbitre. Vous vous en souvenez, tel que Descartes. Ils disent que l'homme est libre de façon absolue et il le doit justement à cette faculté distinctive qu'ils appellent le libre arbitre. Qu'est-ce que le libre arbitre? Vous vous en souvenez? Réponse de Descartes. Le libre arbitre est un pouvoir d'autodétermination. Ça veut dire quoi? C'est la capacité propre à l'homme et à l'homme seul à agir, mais à agir selon sa seule volonté, selon sa seule conscience et surtout en l'absence de toute contrainte extérieure. Et cette idée que l'homme est libre de façon pleine, entière, absolue, qu'il doit cette liberté absolue à ce libre arbitre. Qu'est-ce que le libre arbitre? Pouvoir d'autodétermination. Cette même idée que l'homme est libre de façon absolue, non seulement chez les théoriciens du libre arbitre, mais par exemple dans l'existentialisme athée de Jean-Paul Sartre. Vous vous en souvenez? Donc, dans l'existentialisme athée de Jean-Paul Sartre, il y a aussi l'idée que l'homme est libre de façon pleine, entière. Sartre dit même que chez l'homme, il y a ce qu'il appelle une hyper-liberté. Hyper-liberté, vous l'avez comme ça veut dire quoi? Une liberté excessive, illimitée, sans borne. D'où vient-elle? Ne l'oubliez pas, Sartre est un athée qui écarte donc l'hypothèse de Dieu. Et donc, d'où vient la liberté absolue de l'homme? Sartre dit c'est une conséquence de son délaissement. Et prenez délaissement au sens le plus terre à terre, mes amis. Être délaissé, c'est être abandonné. Et donc, pourquoi l'homme dès le départ, il est abandonné? Parce qu'entre guillemets, il est orphelin de Dieu. Parce que Sartre dit, l'homme n'est pas une créature. S'il était une créature, il ne serait pas libre parce qu'il aurait à obéir au commandement d'un créateur. Donc, à partir du moment où pour lui Dieu n'existe pas, et que l'homme n'est pas une créature, ça veut dire quoi? Que dès le départ, l'homme est seul, abandonné. Et quand l'homme est seul et abandonné à lui-même, il devient à lui-même son propre Dieu. Et Sartre dit, il doit porter sur ses épaules l'entière liberté et l'entière responsabilité de son existence. Au point que Sartre dit, vous n'avez même pas le choix entre être libre et ne pas être libre. Quoi que l'homme fasse, vous connaissez la célèbre formule, il dit, nous sommes condamnés à être libres. Pourquoi condamnés? Parce qu'aucun d'entre nous n'a choisi d'être là. Mais une fois là, notre vie ne sera que ce que nous-mêmes avons choisi qu'elle soit. Et donc, dans la perspective de Sartre, cette liberté absolue, illimitée, excessive, elle est le propre de l'homme. Pourquoi? Parce que, dit-il, chez l'homme et chez l'homme seulement, l'existence précède l'essence. Pour tous les objets fabriqués, comme dans la vision religieuse de l'homme et du monde, vous le savez, c'est le contraire. Dans la vision religieuse de l'homme et du monde, c'est le contraire. On dit, non pas l'existence précède l'essence, mais le contraire. L'essence précède l'existence. Pourquoi? Parce que religieusement on dit, avant que je ne sois là, j'ai été conçu par Dieu qui a tracé mon destin avant de me faire venir au monde. Et religieusement parlant, mon destin, donc mon essence, précède mon existence. Sartre dit, ça c'est valable pour les objets fabriqués. Il dit par exemple, il donne l'exemple d'un cendrier dans sa conférence de l'existentialisme et de l'humanisme, gros fumeur comme il était. Il dit, moi je vais prendre l'exemple d'un micro. Il dit ce micro, l'essence précède l'existence. Pourquoi? Parce qu'avant qu'il ne soit là, entre mes mains, il a été conçu par un ouvrier, disant, j'ai pour projet de fabriquer quelque chose qui s'appelle micro. Et en telle taille,
telle forme, telle couleur, et ne servant qu'à amplifier du son. Donc toutes les qualités, toutes les propriétés, les fonctionnalités de ce micro étaient dans l'esprit de l'ouvrier avant qu'il le créasse. Donc pour ce micro, comme pour tous les autres fabriqués, l'essence précède l'existence. Mais je vous ai dit, il affirme que chez l'homme et chez l'homme seulement, à partir du moment où l'homme n'est pas une créature, ce n'est pas l'essence qui précède l'existence, mais c'est l'existence qui précède l'essence. L'homme vient au monde, il prend conscience de lui-même et il se définit. Après, et qu'est-ce que l'homme? Il ne sera que ce qu'il a lui-même choisi d'être. Et l'homme est tellement libre, dit Sartre, qu'il ne peut pas trouver des prétextes pour échapper à cette liberté. Dire que j'étais malade, j'étais dans telle situation, voilà ce qui a conduit à mon échec. Sartre dit, c'est de la mauvaise foi. Parce que l'homme, qu'il le veuille ou non, il a toujours les mains sales. Ça veut dire quoi? Nul d'entre nous ne peut échapper au poids de sa liberté, ne peut échapper au poids de sa responsabilité. Nous avons toujours le choix, et tant que nous avons toujours le choix, nous sommes véritablement libres. Parce que ça dit choix, action et engagement, voilà les conditions de la liberté absolue de l'homme. Certains d'entre vous se souviennent ou ont entendu parler de la phrase scandaleuse de Saint Pompon, ça vous en souvenez? Alors que son pays, la France, était envahie par les troupes nazies de Hitler en 1940. Il avait choqué toute l'opinion publique française en osant aller à la radio de se voir de fumeurs de gitane, leur dire nous n'avons jamais été aussi libres que sous l'occupation allemande. Et les Français étaient choqués, un pays dominé, envahi par des troupes militaires, comment peut-il proclamer mais que nous n'avons jamais été aussi libres que sous l'occupation allemande? Sartre le dit, nous avons le choix entre démissionner, accepter la défaite ou bien nous mobiliser et nous battre pour chasser l'ennemi allemand. Et tant que nous avons le choix entre démissionner et nous battre, le destin de la France est entièrement entre les mains des Français. C'est pourquoi nous n'avons jamais été aussi libres que sous l'occupation allemande. La deuxième conception, j'espère que mes enfants vous ne dormez pas. La deuxième conception, elle va entre guillemets mettre un peu d'eau dans le bissap ou dans le jus d'orange en disant oui, on peut reconnaître à l'homme une marge de liberté. Mais est-ce qu'il est libre de façon excessive, illimitée, absolue? Ces auteurs-là, ils disent non. Ça veut dire clairement quoi? Que s'il y a une liberté chez l'homme, cette liberté, elle est forcément restreinte, bornée. Et qu'il y a un ensemble de contraintes et de déterminisme s'exerçant sur l'homme, faisant qu'encore une fois, il ne peut jamais revendiquer une liberté absolue. Ce sont ces auteurs comme Spinoza qui vous disent, écoutez, c'est une illusion de penser que l'homme a une place spéciale dans la nature. Spinoza dit non. De la même manière que les végétaux, que les minéraux, que les autres animaux qui subissent l'influence de leur milieu, l'homme subit un déterminisme qui lui vient, ne serait-ce que du milieu physique dans lequel il vit. Il subit quel déterminisme? Dans la nature et culture, nous avons montré que l'homme il est placé sous le déterminisme de ses instincts animaux et que très souvent l'homme il est l'esclave de ses instincts, de ses pulsions et de ses désirs qui l'influencent. Donc un déterminisme biologique lié à ces instincts animaux. Nous avons montré que dans les normes sociales, il y a un déterminisme sociologique lié à quoi? À la contrainte exercée par les normes. Nous avons montré dans le cours sur l'État qu'il y a un déterminisme politique lié à la pression des lois de la société. Dans conscience inconscient, on a évoqué un déterminisme psychologique lié aux manifestations de l'inconscient. On peut même continuer en disant un déterminisme religieux, ethnique, culturel. Parce que selon que je sois musulman ou chrétien, est-ce que ma liberté peut être absolue? Non, parce qu'il y a une frontière entre ce qui m'est permis et ce qui n'est pas permis. Bref, ces auteurs ici, ils disent l'homme ne peut jamais revendiquer une liberté pleine et entière. Il est libre, mais de façon limitée, restreinte, bornée, encadrée. J'ai l'habitude de croire par Spinoza. C'est Spinoza qui dit ne me parlez même pas mais de liberté chez l'homme. Pourquoi? Il dit mais parce que l'homme ne peut pas être une créature libre. Parce qu'il dit mais l'homme est une nature naturelle. Et en tant que l'homme est une nature naturelle, il dépend de la nature naturelle. Et cette nature naturelle n'est pas l'homme, cette nature naturelle c'est Dieu. Et donc l'homme en tant que nature naturelle, dépendant de la nature naturelle qui est Dieu, ne peut revendiquer aucune liberté. Seul Dieu, nature naturelle, sans être nature naturelle, peut revendiquer la liberté, mais l'homme ne peut jamais revendiquer aucune forme de liberté. On est d'accord, mes amis? Maintenant, autant
Dans le cours sur la liberté, vous avez défini donc l'homme par la liberté. Vous vous rappelez Rousseau disant que renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa dignité et à sa qualité d'homme. Très bien. Maintenant, quel est le lieu, je vous pose la question, de manifestation privilégiée de cette liberté humaine? Vous me répondrez, c'est dans le domaine de la création artistique. On est d'accord, non? Où est-ce que se manifeste le plus la liberté humaine? J'ai dit, c'est dans la création artistique. Et c'est cette importance de l'art qui justifie quoi? Que la philosophie y réfléchisse. Vous êtes d'accord qu'aussi loin que je puisse remonter dans le passé, il n'y a pas de peuple ou de civilisation qui n'ait légué à la postérité des œuvres d'art qui sont l'expression de son génie. Vous vous rappelez l'historien de l'art, un Français qui s'appelle René Hughes, H-U-Y-G-H-E-S. Il dit, j'ouvre les guillemets, il n'y a pas d'art sans homme, mais il n'y a pas aussi d'homme sans art. Il n'y a pas d'art sans homme, ça veut dire quoi? Là où il y a art, il y a présence de l'humain. Parce que l'art est spécifiquement humain. Mais quand il dit il n'y a pas d'homme sans art, ça veut dire qu'il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de civilisation qui n'ait produit des œuvres d'art. Dans la première partie de votre cours avec votre professeur, vous devez, et où vous avez déjà répondu à la question, quelle est l'essence de l'art? Je vous ai dit dans notre culture, l'essence d'une chose, c'est ce qui la distingue des autres. Donc, quelle est l'essence de l'art? Réponse. Ce qui distingue l'art des autres activités humaines, c'est que l'art, retenez-le, est d'abord et avant tout une activité désintéressée. Pourquoi l'art est d'abord et avant tout une activité désintéressée? Rappelez-vous, quelqu'un qui s'appelle André Lalande, vous vous souvenez de sa définition? André Lalande, qu'est-ce que l'art? André Lalande répondait en disant, pour ceux qui ont fait le cours déjà, c'est la production du beau par les œuvres d'un être conscient. Fin de citation. Donc, lorsque à la question qu'est-ce que l'art, André Lalande disant, j'ouvre les guillemets, l'art désigne la production du beau par les œuvres d'un être conscient. Mes amis, vous avez deux éléments. Première moitié, l'art vise le beau. Dernière moitié, l'art est produit par les œuvres d'un être conscient. Donc la première partie, quand il dit l'art désigne la production du beau, il est en train de montrer quoi? Que l'art est différent du travail proprement dit. La différence c'est quoi? En disant que l'art ne vise que le beau. Le beau n'a pas une dimension utilitaire, il ne se boit pas, il ne se mange pas. Donc quand il dit que l'art vise le beau, c'est une manière de dire quoi? Que l'art est une activité, mais une activité désintéressée dans laquelle l'homme ne cherche ni à boire ni à manger, ne satisfait pas la nécessité vitale, mais produit en vue d'une contemplation esthétique. Donc, première caractéristique de l'art qui la distingue du travail, c'est que le travail, il a une visée utilitaire, parce que nous travaillons d'abord pour satisfaire nos besoins du corps, alors que dans l'art, l'homme ne vise que le beau. C'est pourquoi l'art est une activité désintéressée, parce que le beau ne sert à rien. Je me souviens de Théophile Gautier, non mes amis? Il n'y a de vraiment beau que ce qui ne sert et que tout ce qui est utile. Et donc, de ce point de vue-là, quand il ajoute maintenant que l'art est produit par les œuvres d'un être conscient. Donc, après avoir dit première caractéristique que l'art est une activité désintéressée, il est en train de montrer par l'expression les œuvres d'un être conscient que l'art est spécifiquement humain. Il est en train de dire que quelle que soit sa beauté, le nid de l'oiseau n'est pas une œuvre d'art. Que quelle que soit sa beauté, la toile de l'araignée n'est pas une œuvre d'art. Quelle que soit sa beauté, la ruche de l'abeille n'est pas une œuvre d'art. Pourquoi? Réponse de Marx, parce que l'oiseau n'avait pas pour but de produire du beau. Mais non, quand l'oiseau faisait son nid, c'était pour assurer sa conservation et sa reproduction. Donc il a produit sous la contrainte du besoin biologique, alors que dans l'art, l'homme produit pour échapper et se libérer de ses contraintes matérielles et biologiques. Donc l'art est le fait de l'homme et de l'homme seul.
Et rappelez-vous mon ami de tout à l'heure, René Hugues. Il dit, heureusement qu'il y a de l'art. Pourquoi? Il répond en disant, je vous l'ai dit, l'art est cet oxygène irremplaçable qui empêche nos civilisations de mourir d'asphyxie. Fin de citation. Et en disant, l'art est cet oxygène irremplaçable qui nous empêche de mourir d'asphyxie, vous avez compris par là quoi? Que l'art est notre respiration. Parce que dans une chanson, dans un roman, dans une pièce de théâtre, nous échappons à quoi? Aux contraintes matérielles. La vie est synonyme de misère, de maladie, de pauvreté, de souffrance, d'angoisse, de désespoir et de peur de la mort. Et donc l'art est ce qui permet de rendre le monde habitable. Et quand je dis que l'art est ce qui permet de rendre le monde habitable, traduisez, l'art est ce qui permet à l'homme de supporter le poids et le fardeau de l'existence. Imaginez une seule seconde, mes amis, une vie sans poésie, sans chant, sans architecture, sans littérature, sans dessin, mais comprenez que cette vie, elle serait sans doute plus difficile à supporter, et que donc l'art est ce qui nous permet de supporter le poids de l'existence. Me vient à l'esprit ce que dit quelqu'un que j'aime bien et qui s'appelle Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer, il dit, si un serpent entrait parmi nous, notre conférence, elle est absolument finie, parce que quand je vois les serpents, j'ai peur, et si j'ai peur du serpent, c'est parce que, dit-il, il me fait penser à la mort. Mais Schopenhauer dit, le même serpent qui me fait fuir, me faisant penser à la mort, ce serpent peint sur un tableau, reproduit sur une toile, il peut être tellement beau, mais qu'on a envie de l'embrasser et de le caresser. Mais Schopenhauer dit, reconnaissez que pour vouloir embrasser et caresser un serpent, ce n'est possible que par la magie de l'art, mais ce n'est jamais possible dans la vie réelle. C'est pourquoi il dit, merci. C'est pourquoi il dit, la vie n'est pas belle, mais les images de la vie sont belles, et les images de la vie, c'est celles qui sont reflétées par l'œuvre d'art. Maintenant, quel rapport l'art entretient-il avec la réalité? En principe, vous n'avez même pas besoin du professeur de philosophie en terminale. Si vous êtes de brillants littéraires et non pas, parce que je taquine quand je fais le tour du pays, vous m'avez entendu souvent dire des autres que ce ne sont pas des littéraires, mais des, voilà, des littéraires. De la même manière que leurs grands-parents étaient des tirailleurs, ben, nos élèves de littérature sont devenus des littéraires, ben, parce qu'ils n'ont jamais rien lu de la maternelle à la terminale. Il y en a qui n'ont jamais lu un seul livre sérieux du début à la fin. Hein? Un seul livre sérieux du début à la fin. Alors quelqu'un qui ne lit jamais, parce que littéraire c'est nourri de littérature. Et quelqu'un qui ne lit pas n'est pas un littéraire, mais un littéraire. Mais je crois qu'à ce gars, j'ai en face de moi de brillants et de brillantes littéraires. Il dit très clairement, Hegel, le véritable artiste, il n'a qu'une question qu'il devrait se poser, laquelle? Hegel dit, le véritable artiste doit se demander, que puis-je faire pour devenir immortel? Et il répond en disant, non pas en imitant, non pas en reproduisant, mais en créant des œuvres entièrement novatrices, en produisant des chefs-d'œuvre, faisant que je vais remporter une victoire sur la mort. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, éternellement, je vais survivre dans la mémoire et dans la conscience des hommes. Et il dit, voilà celui-là qui est un véritable artiste. Vous connaissez les artistes dont on se souvient encore. Chaque année, on commémore 100 ans, 200, 300 ans après leur mort. Parce que Hegel dit, ces gens-là n'ont pas imité, n'ont pas reproduit, mais ils ont été des génies ayant accouché d'œuvres inédites et qui sont la marque de ce génie et de cette créativité. Hegel finit par dire, j'ouvre les guillemets, l'art doit donc avoir un autre but que celui de l'imitation de ce qui existe déjà, imitation qui ne peut donner naissance qu'à des artifices techniques n'ayant rien de commun avec une œuvre d'art. Fin de citation. Hegel, mais Bergson, qu'est-ce qu'un artiste? Réponse de Bergson, je vous l'ai dit, c'est un homme qui voit mieux que les autres. Pourquoi voit-il mieux que les autres? Parce que vous et moi nous regardons, mais il y a longtemps que nous ne voyons plus. Pourquoi vous et moi nous regardons sans voir? Parce que les objets que nous regardons nous sont tellement habituels, nous sont tellement familiers que nous ne faisons plus attention à leurs détails. Et les noms que nous attribuons aux objets sont un obstacle pour que nous prenions contact réellement avec cet objet. Là où l'artiste, qu'est-ce qu'il fait? Il déchire le voile qu'il y a entre nous, avec les objets, pour coïncider et pénétrer avec l'essence ultime de la réalité.
C'est pourquoi Benson dit l'artiste est un démiurge, ça veut dire un demi-dieu. Et en tant que tel, il doit rivaliser avec Dieu dans l'art de création. Bergson dit, quel est le monde de l'artiste? Il répond, c'est le monde qu'il porte dans sa tête, c'est le monde qu'il porte dans son cœur. Traduisez le monde de ses idées, le monde de ses émotions, le monde de ses sentiments, le monde de ses souhaits et de ses ambitions, et non pas le monde tel qu'il est. Il dit, j'ouvre les livres, l'artiste ne doit pas avoir la modeste ambition de reproduire ce monde vulgaire que nous appelons le réel. Il doit avoir la prétention de nous substituer un monde autre. Fin de citation. Et je vous ai dit, cher Bergson, le monde autre de l'artiste, c'est le monde qu'il crée et non pas la reproduction de ce qui est de l'ordre du déjà. Maintenant, dans le domaine numéro 1, à la question qu'est-ce que la philosophie, vous avez déjà répondu, et au terme de l'enquête, vous êtes arrivé à la conclusion que la philosophie ne se confond avec aucun des autres modes de connaissance, et par conséquent qu'il n'est ni le mythe, ni la science, ni la religion. Et vous avez montré donc que la philosophie est de quoi? Cette aventure de l'intelligence dans laquelle, désireux de se connaître, l'homme vit dans le doute, dans l'étonnement et dans le questionnement. Je ne reviens pas, vous le savez déjà, à la question qu'est-ce que la philosophie? Vous avez déjà montré l'impossibilité à répondre à une telle question. On est d'accord? Vous avez tous reconnu que la philosophie, elle est rebelle à toute forme de capturation définitionnelle. Et quand vous avez reconnu que la philosophie est rebelle à toute forme de capturation définitionnelle, ça veut dire que la philosophie, à la manière de Sophie, si elle était une dame, elle aurait 1000 princes, 1000 courtisans, mais elle ne se laisserait embrasser par aucun de ses princes ou de ses courtisans. Pour dire clairement quoi? Qu'elle refuse d'être emprisonnée dans les limites d'une seule et unique définition. La conclusion à laquelle vous êtes parvenu, c'est que la philosophie ne peut jamais recevoir de définition rigoureuse, ou bien comme vous chantez après moi depuis quelques générations, elle n'admet pas de définition unanime et universelle. Et lorsque vous êtes arrivé à cette conclusion, que la philosophie ne pouvait pas recevoir une définition univoque ayant une valeur d'unanimité et d'universalité, deuxième pas que vous avez franchi, vous avez renoncé à dire qu'est-ce que la philosophie pour vous contenter de dire ce que n'est pas la philosophie. Et à la question qu'est-ce que n'est pas la philosophie, vous avez répondu, comme dans un jeu d'enfant, vers octobre-novembre, en montrant que dans la philosophie, il y a un préfixe et un suffixe. Le préfixe philo, le suffixe sophie. Philo venant du grec, philène, et sophie venant du grec, sophia. Philène que l'on traduit par amour, c'est un verbe. Philène que l'on traduit par aimer, ou bien désirer. Et sophie, qui vient du grec sophia, que l'on traduit pas seulement par sagesse. Savoir et sagesse. Parce que chez les anciens grecs, les deux étaient inséparables. On ne peut pas être sage si on ne sait pas. Et si notre savoir ne conduit pas à la sagesse, il n'est pas non plus un savoir. Et donc vous avez dit étymologiquement que la philosophie désigne quoi? L'amour du savoir et de la sagesse. Et quand vous avez dit qu'elle est amour du savoir, amour de la sagesse, vous avez répondu à la question qu'est-ce que n'est pas la philosophie? Parce que là où il y a amour, il y a manque. Vous êtes bien placé pour le savoir. Là où il y a amour, il y a manque. Là où il y a amour, il y a vide et absence. Parce que Platon vous le dit et vous le savez de manière très terre à terre. En général, on ne peut pas désirer ce que l'on a, mais on ne peut désirer que ce que l'on n'a pas. Et donc quand nous avons dit de la philosophie qu'elle est seulement amour du savoir et de la sagesse, ça veut dire quoi? Le philosophe n'est pas celui qui sait, il n'est pas celui qui est sage. Il est seulement désireux de savoir, seulement désireux d'être sage. Il tend vers le savoir, tend vers la sagesse, mais ne s'installera jamais ni dans ce savoir, ni dans cette sagesse. Rappelez-vous Marcien Toa, philosophe africain camerounais, disant la philosophie est un mouvement qui part de l'ignorance vers le savoir et du savoir vers l'ignorance.
de l'ignorance, je ne sais pas, je me pose des questions, j'arrive à des réponses, mais que je questionne et qui me met en face de mon ignorance. C'est pourquoi il dit, elle est un mouvement qui part de l'ignorance vers le savoir et du savoir vers l'ignorance. Donc, qu'est-ce que n'est pas la philosophie? Quand vous avez dit qu'elle est amour, vous avez reconnu qu'elle n'est pas possession. Et là où elle n'est pas possession, elle est seulement quête, elle est seulement recherche. Je ne reviens pas sur mon ami docteur Socrate. Vous ayant tous appris que dès le départ, philosophie, c'est commencer par reconnaître quoi? Que Socrate, que philosophie, c'est commencer par reconnaître son ignorance, ce qu'il appelle sa pauvreté en matière de connaissance. Vous vous rappelez donc que Socrate est le premier à dire que le philosophe, il sait qu'il ne sait pas là où les autres. Oui, que le philosophe sait qu'il ne sait pas là où les autres ne savent pas qu'ils ne savent pas, et même il croit savoir. Et rappelez-vous Socrate en leur montrant que celui qui croit savoir a fermé les portes du savoir. On est d'accord? Parce que celui qui croit savoir ne trouvera jamais, mais le besoin d'aller à la quête de ce savoir-là. Et dans tous les 35 dialogues de Platon, l'objectif de Socrate est d'amener les gens à se rendre compte du fait que le philosophe est lui, celui qui ne sait pas, et en même temps, il est celui qui simplement cherche à savoir. Et donc, dans cette deuxième étape, après avoir dit que la philosophie n'est pas un savoir, que la philosophie n'est pas l'accumulation d'un ensemble de connaissances, troisième étape, qu'est-ce qu'elle est? Si elle n'est pas savoir, elle est activité de réflexion et activité de remise en question. N'est-ce pas, mes amis? Et quand vous avez dit que la philosophie est réflexion, remise en question, c'était une manière de montrer quoi? Que commencer à philosopher, c'est déjà s'arrêter pour faire quoi? Le bilan. Pour faire quoi? L'évaluation. Pour faire quoi? L'examen critique. Bilan, évaluation, examen critique de quoi? Mais de tout notre passé intellectuel. Parce que quand vous avez dit, elle est activité de réflexion. Si j'avais un tableau, j'aurais volontairement éclaté l'orthographe de réflexion en mettant RE-flexion. Et les littéraires que vous êtes auraient compris que la réflexion désigne quoi? Hein? Si je mets RE-flexion, les brillants littéraires que vous êtes comprennent tout de suite que la réflexion, comme l'indique le mouvement de mes bras, va désigner réflexion. C'est mon littéraire de Sindiaï. Donc c'est un mouvement, mais un mouvement de retour de l'esprit sur lui-même. C'est pourquoi j'ai dit, en disant de la philosophie qu'elle est réflexion, ça veut dire que commencer à philosopher, c'est commencer par faire le bilan, l'examen critique de ce que nous croyons savoir. Pourquoi un tel bilan est-il nécessaire? Le philosophe répond en disant, mais parce qu'avant que nous commencions à philosopher, il y a déjà en nous un ensemble d'idées, d'opinions, de croyances, de traditions. Mais très souvent, elles ne sont pas le fruit de la conquête de notre propre raison, d'où est-ce que nous viennent ces idées, opinions, de l'éducation, de l'enseignement, et c'est des vérités auxquelles nous avons souscrit et dit oui, alors que nous n'avions pas la maturité intellectuelle pour nous demander oui ou non, est-ce qu'elles sont vraies ou fausses, est-ce qu'elles reposent sur des fondements solides. Et c'est pourquoi, avant que nous ne commencions à philosopher, là où nous avions un acte de soumission, d'adhésion et d'obéissance, cela veut dire quoi? Que quand nous commençons à philosopher, toutes ces idées et opinions-là, nous décidons de les réexaminer, mais de façon critique, par le biais simplement de la raison. C'est pourquoi, avant que nous philosophions, nous sommes dans la peau de celui que Robespierre appelle les hommes du sens commun. Quelle différence y a-t-il entre l'homme du sens commun et le philosophe? Vous connaissez la différence. C'est que l'homme du sens commun, il est dans une attitude d'acceptation pleine et entière des vérités établies par la société. L'homme du sens commun, il vit dans un horizon intellectuel limité et fermé. Il ne peut pas aller au-delà de ce que tout le monde voit, au-delà de ce que tout le monde dit, au-delà de ce que tout le monde pense, au-delà de ce que tout le monde croit. Jacques-Louis Russe, philosophe français, dira, l'homme du sens commun est entièrement prisonnier du cercle des évidences établies. Et lorsque Jacques-Louis Russe, philosophe français, que vous connaissez je crois, dit que l'homme du sens commun est prisonnier, les termes sont forts, du cercle des évidences établies, ça veut dire quoi? Elle ne peut pas aller au-delà des apparences, des opinions, des croyances et des traditions propres à sa société. Donc l'homme du sens commun est un conformiste, là où le philosophe c'est un rebelle, un anticonformiste et un contestataire de l'ordre établi. La conséquence, vous le savez très bien, c'est pourquoi Nietzsche enseigne qu'en fait l'homme du sens commun, il correspond un peu à l'âge du chameau.
Le chameau, pourquoi? Parce qu'il a bon dos. Vous avez l'habitude d'entendre dire que le chameau, quel que soit le poids que vous le mettez sur le dos, il le supporte sans rechigner. Donc avant que je ne philosophe, tel un chameau, j'ai dit oui, mais philosopher, c'est l'heure de la révolte intellectuelle par laquelle je commence à dire non, à contester, à détruire, à critiquer et à remettre en question. Donc philosopher, c'est véritablement rugir avec la force du lion, enseigne Nietzsche. Et l'expression rugir avec la force du lion, mais c'est Pascal, rappelez-vous, qui vous dit l'homme du sens commun, il dit oui, et quand il dit oui, il oublie qu'il adhère, et quand il adhère, il est comme les huîtres, parce que les huîtres adhèrent, mais il n'est pas d'un homme de pensée d'adhérer. Et c'est toujours, comment ça s'appelle, Alain, qui nous dit, il n'y a pas d'activité intellectuelle chez quelqu'un qui passe son temps à dire oui. Il dit le oui est au contraire synonyme d'acceptation, de soumission, là où le non est la manifestation de la pensée critique et de l'activité intellectuelle. Alain dit, regardez deux individus, l'un est en train de dire oui, l'autre est en train de dire non. Alain dit, regardez bien, celui qui est en train de dire oui, vous avez l'impression, mais qu'il fait un mouvement comme ça, d'arrière en avant pour dire oui. Et en disant ça, il est en train de dire quoi? Que le oui est comme le signe de quelqu'un qui dort. Ça veut dire que même parfois, vous êtes Gamolo wala ca magal ga sëñ baa ngi xërëm boo ko bëggee mu est-ce que sëñ bi jullit et pourtant il n'a rien entendu. Donc il dit, mais celui qui dit oui, il fait un mouvement d'arrière en avant pour dire oui, et lui il dit, c'est le signe de quelqu'un qui dort. Qu'est-ce que dit Alain? J'ouvre les guillemets. Lorsque la tête humaine reprend son antique mouvement d'arrière en avant pour dire oui, aussitôt les rois reviennent. Fin de citation. Et quand il dit, je cite une dernière fois, lorsque la tête humaine reprend son antique mouvement d'arrière en avant pour dire oui, aussitôt les rois reviennent. L'expression les rois reviennent signifie que le oui est synonyme de quoi? Donc les rois reviennent, ça veut dire quoi? Le oui est synonyme d'esclavage, de soumission, d'obéissance. Il dit, regardez celui qui dit non. Est-ce qu'il vous donne l'impression de dormir? Celui qui dit non. Qu'est-ce qu'il fait? Comme fait mademoiselle, il secoue énergiquement la tête pour dire la pensée, la réflexion sont dans le non de contestation et non pas dans le oui de débrouille, de soumission, d'acceptation. Et cela permet donc de montrer clairement que la philosophie, lorsque vous avez dit d'elle qu'elle est une activité de remise en question, mais ça veut dire qu'elle est une activité profondément subversive. Subversive, ça veut dire quoi? Qui a tendance à renverser l'ordre établi. Et la conséquence de cette contestation, de cette remise en question, fait que vous le savez, le philosophe, il est une sorte de multiplique numéro 1. Il est en guerre contre l'État, il est en guerre contre la société, il est en guerre contre la religion. Pourquoi? Parce qu'il a le courage intellectuel, parfois de payer au prix de sa propre vie, son courage de dire non là où tout le monde dit oui et d'aller dans un sens opposé à celui de la foule. Très souvent, le philosophe est un martyr. Et le premier martyr, c'est qui? Le premier martyr de l'histoire de la philosophie, c'est bien sûr notre ami Socrate, disant je préfère mourir 1000 fois plutôt que de vivre une seule fois sans philosopher. Pourquoi? Je préfère mourir 1000 fois plutôt que de vivre une seule fois sans philosopher, parce qu'il était en train de montrer que philosopher est la marque révélatrice de ce qu'il y a d'humain en moi, et que celui qui vit sans philosopher, il est comme les autres animaux, parce que passant son temps à obéir aux besoins du ventre et du corps. Et vous le savez, chez Socrate, le philosophe est déjà mort au corps. Celui qui a tué le corps, et en tant que le philosophe est meurtrier du corps, il a permis aux ailes de l'âme de se déployer. Je ne reviens pas sur les conditions de la mort de Socrate, vous le sentez par cœur depuis que je les ai reprises et que vous les partagez avec moi dans le plaisir et dans la joie. Mais vous vous rappelez que Socrate qui disait que moi je ne peux pas mourir, vous vous en souvenez? Socrate disait qu'il était devenu immortel. Pourquoi il est devenu immortel? Parce qu'il avait semé les graines de la philosophie, et que ces graines-là qui germeraient dans quelques années faisaient que Socrate, le jour de son procès, il disait, vous n'êtes pas intelligent. Si vous étiez intelligent, personne ne m'aurait condamné à mort, parce que vous aurez compris que moi, il y a longtemps que je suis mort, parce qu'il y a longtemps que, contrairement à vous, j'ai cessé d'avoir peur de la mort lorsque j'ai compris que la mort, elle n'est pas une nuit noire. Qu'est-ce que la mort? Elle n'est que la séparation de l'âme et du corps. Mettez mon corps dans ce tombeau, enfouissez-le pour
pour que mon âme s'en échappe et retourne d'où elle vient. Je ne peux pas avoir peur de la mort, moi, dont toute la vie n'a été qu'une longue, une lente, mais une très sûre préparation de cet instant par lequel, définitivement, l'âme se libère de la prison du corps. Moi, Socrate, j'ai définitivement remporté ma victoire sur la mort, au point que la mort de Socrate, c'est une défaite de la mort et une victoire de la vie. Moi, je ne meurs pas parce que 1000 Socrates continueront à jamais dans le monde. Mais dans tous les cas, dans la 4e étape, vous avez montré que dans la 4e étape, vous avez montré que lorsque la philosophie est réflexion, elle a la possibilité de s'interroger sur tous les savoirs humains disponibles. Et c'est ainsi que, pour s'en tenir aux limites de notre programme en terminale, elle va s'intéresser aux mythes, elle va s'intéresser à la science, nous l'avons dit, mais aussi elle va s'intéresser à la religion. Mais vous savez, je n'ai pas besoin d'insister, mes amis, que la philosophie n'est pas la religion, parce qu'elles ont des principes directeurs différents. Le principe directeur de la religion, c'est la foi. Le principe directeur de la philosophie, mais vous savez très bien qu'il est possible d'avoir deux types de rapports au niveau des relations entre la foi et la raison, d'accord? Un premier type de rapport dans lequel on vous dit foi et raison sont opposés. Parce que la foi commande chez nous vénération, adoration, soumission. Là où la raison commande chez nous doute, contestation, critique et réflexion. C'est le point de vue par exemple de Pascal, vous vous en souvenez. Pascal disant que Dieu est sensible au cœur. Pascal disant que Dieu est sensible au cœur et non pas à la raison. Pourquoi? Parce qu'il dit la raison de l'homme est incapable de percer le mystère de Dieu. Parce que qu'est-ce que la raison? L'infiniment petit. Qu'est-ce que Dieu? L'infiniment grand. Et la raison humaine, elle est disqualifiée et ne peut nullement conduire à Dieu. Rappelez-vous, Pascal, que Dieu il s'éprouve, mais ne se prouve pas, ça veut dire c'est le cœur qui sent Dieu, mais la pauvre raison est incapable de conduire à Dieu. Rappelez-vous Pascal dans son ouvrage Les Pensées, si je théâtralise. Deux individus, comme tout à l'heure, entendent l'appel du muezzin à la prière. L'un se lève, fait ses ablutions, va prier. L'autre reste assis. Pascal dit, n'allez surtout pas lui demander de se lever. Sa raison est en train de dire, tu n'as aucun motif pour ne pas prier. Il a entendu comme vous l'appel du muezzin. Mais pourquoi il ne se lève pas? Réponse de Pascal, parce que dans son cœur, il n'y a pas cette lumière et cette flamme que Dieu met dans le cœur de l'homme. Et tant que notre cœur ne brûle pas de cette lumière que Dieu met dans le cœur de l'homme, malgré les appels des meilleurs de muezzins, il ne se lèvera pas pour aller prier. C'est le cœur qui sent Dieu et Dieu est totalement hors de portée de la raison humaine. Mais vous savez qu'une thèse adverse est celle qui tente de concilier en disant quoi? Que foi et raison ne sont pas nécessairement opposées. C'est leur séparation qui est dangereuse parce que la raison à elle seule, elle peut conduire l'homme à la perdition et à l'égarement. Donc la raison, elle a besoin d'être encadrée par la foi pour ne pas conduire l'homme à sa propre perte. Inversement, la foi doit être éclairée par la lumière de la raison. Parce que quelqu'un qui croit sans savoir pourquoi il croit, quelqu'un qui croit en ignorant les fondements et les justifications de sa foi, a une foi aveugle. Et cette foi aveugle, elle est une force meurtrière. Et cette force meurtrière entraîne dogmatisme. Dogmatisme a pour fils aîné le fanatisme. Et le fanatisme a pour fils aîné le terrorisme. Et le terrorisme a pour fils aîné le crime gratuit. Donc ne choisissons pas entre foi et raison. C'est deux lumières et c'est la conjonction de ces deux foyers lumineux qui peuvent éclairer la marche de l'homme sur le chemin de son existence. La philosophie n'est pas la science, vous le savez très bien. De la même manière que la science n'est pas la philosophie, je n'insiste pas. Elles appartiennent toutes les deux à des domaines différents de l'activité intellectuelle des hommes. Pour autant, la philosophie est-elle le mythe? Elle n'est pas le mythe, parce que vous le savez, même si le mythe est le premier mode de connaissance élaboré par les hommes, il y a 4 aspects du mythe qui le distinguent de la philosophie. Le mythe est un récit fabuleux, imaginaire. La philosophie n'a rien d'imaginaire. Rappelez-vous, le philosophe camerounais Ebenezer Ngo-Mouel, quand les gens disaient la philosophie est imaginaire, elle nous parle de choses qui n'existent nulle part, elle est abstraite. Il disait, j'ouvre les guillemets, la philosophie s'intéresse aux hommes concrets, vivant dans des situations concrètes et confrontés à des problèmes concrets. Le mythe, en plus d'être fabuleux ou imaginaire, il est populaire, là où la philosophie est toujours l'expression d'une subjectivité individuelle. Le mythe, comme la religion, est dogmatique, parce que ce que dit le mythe
est incontestable et devient vraie de façon absolue. La philosophie, elle est antidogmatique parce qu'elle n'admet pas de vérité absolue. Elle repose sur ces trois piliers que sont le doute, l'étonnement et le questionnement. Et enfin, dernier aspect, l'explication donnée par le mythe relève de l'irrationnel parce que le mythe explique l'origine de toutes choses par l'action des dieux, des esprits et des forces surnaturelles. Et c'est pourquoi la philosophie, elle commence par la mise en œuvre de la raison. Vous vous rappelez Roger Paul Droit disant les philosophes ne sont ni des poètes, ni des mages, ni des chamans, mais simplement des aventuriers de la raison. Ça veut dire quoi? Qu'en philosophie, comme dit Martien Dowa, j'ouvre les guillemets, la pensée ne doit rien admettre comme vrai qui n'ait été saisi comme tel par la pensée. C'est pour dire quoi? Là où l'explication servie par le mythe relève de l'irrationnel, la philosophie, de part en part, elle est gouvernée par la mise en œuvre de la raison. Dans tous les cas, certains vous disent que la philosophie, elle consacre deux choses. Elle consacre la victoire de l'âme sur le corps. En tout cas, comme on l'a dit, chez Platon et chez Socrate, philosopher, c'est mourir au corps, mais c'est triompher de l'âme au détriment du corps. Et Platon donc, en disant que je suis âme et corps, mais ce par quoi je pensais mon âme, le corps me livre au plaisir et au désir. S'il était en face de moi, même si philosopher, c'est la victoire de l'âme sur le corps, je lui aurais dit, mon cher Platon, dis-moi seulement où est logée cette âme-là. Il me dira, elle est dans ton corps. Alors je lui répondrai en lui disant, ce petit corps-là qui abrite mon âme a fait le tour de la question, et au nom des droits du corps à se reposer, je vais vous dire merci. Mais la deuxième raison pour laquelle je vais m'arrêter, c'est que j'ai lu, et je rappelle tout le temps cette belle phrase que j'ai lue chez un brillant auteur français, dont j'oublie le nom, qui m'a appris une chose extraordinaire. Il disait quoi? Il n'y a rien de plus bavard qu'une lèvre au repos. Et c'est pourquoi je vous laisse au silence bavard et les lèvres des hommes au repos. Merci à vous.